qui nous mène à une meilleure coopération avec des résultats concrets pour le développement durable. Dans la, dans l'AEC, nous sommes convaincus que, quelles que soient les différences qui existent dans d'autres États, offrent des opportunités de se rassembler. Et donc, nous profitons de cette occasion de pouvoir parler de cette menace et de partager, échanger des connaissances et l'utilisation de la sargasse. C'est une des activités que nous allons organiser cette semaine. Cet renforcement des capacités, ça fait partie de l'adaptation au changement climatique et les différentes stratégies qu'on doit considérer et qu'on doit même aller encore plus loin. Notre planète et la Caraïbe entière, en particulier, expérimentent et vivent actuellement des phénomènes beaucoup plus intenses qui touchent et affectent notre durabilité. Et on doit mettre en place répondre à cela afin de minimiser. Les sargasses viennent à nos plages, nos côtes, et qui dérangent, perturbent les activités de bien-être, de la qualité de bien-être de notre population. Nous avons beaucoup à faire afin d'améliorer notre capacité et de réduire l'impact de la sargasse sur notre société. Les dissertations que nous affrontons exigent de nos efforts le plus élevé et une meilleure coordination. On a besoin d'une coopération étroite entre les États membres et aussi les membres associés. C'est très évident que tout ce qui se passe dans la mer de la Caraïbe touche et affecte le commerce, le transport et aussi le tourisme, et qui va toucher les catastrophes naturelles. On doit travailler ensemble afin de réduire les effets négatifs pour que les générations futures puissent continuer à apprécier et vivre nos mers et nos plages. J'ai déjà mentionné plusieurs fois que les différentes crises présentent aussi des occasions, doivent être analysées et d'une façon approfondie. Et comme nous affrontons aussi cette difficulté de la pandémie, on doit redoubler nos efforts de protéger notre environnement et aussi nos vies. J'espère que la connaissance que vous allez partager ici lors de cette séance cette semaine qui sera vraiment utile pour tous les États membres tous les membres de l'AEC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence. Nous allons maintenant entendre Madame Lisa Ottenjader, la directrice de la coopération de l'Amérique centrale et sur la Caraïbe du ministère des Affaires étrangères du Mexique. Et merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, secrétaire général. J'espère que vous êtes bien, secrétaire général. Avant de adresser à tous mes collègues, je voulais m'assurer que tous les experts de Mexique qui sont bien présents dans la salle, si vous êtes déjà dans la salle, faites-moi savoir pour qu'on sache que tout le monde est présent. C'est David Laura, enchanté de vous voir. Nous sommes tous ici, nous sommes tous présents. Merci beaucoup, c'est Roberto. Et je suis présent et je suis prêt à poursuivre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il nous manque quelqu'un? Dr. Casas, votre micro est fermé. Dr. Elisa Servires doivent arriver toujours, ainsi que le Dr. Alejandra Peñón et M. Pedro González Ramirez. Aussi, je pense qu'ils attendaient toujours, afin qu'ils soient autorisés à entrer dans la salle. Je vois que Dr. Alejandra et Dr. Lisa Serviera qui ont pu entrer. Bonjour, merci beaucoup. C'est bien cela. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut continuer?
Est-ce que nous patientons? On peut continuer. Et merci beaucoup, secrétaire général. C'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir de faire partie de cet espace, un espace régional pour la coopération. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous toutes ces séances de renforcement des capacités que le Mexique offre. Comme le secrétaire général a mentionné, Sabangé, on doit travailler ensemble afin de préserver la diversité et la beauté naturelle de cet espace que nous partageons, qui est la mer Caraïbe. C'est dans notre intérêt de pouvoir et aussi et de adresser, s'occuper de chaque facteur qui peut endommager cet environnement naturel que nous partageons tous. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment un plaisir d'être présent et de voir partager avec nos amis experts de la Polytechnique. Et ils ont beaucoup de connaissances et ils ont beaucoup à partager avec vous. Et je suis disponible pour vous, à vous tous qui participez dans cette organisation en espagnol, anglais et aussi en français. Nous, comme vous le savez, c'est une coopération internationale pour le développement et que nous sommes à votre disposition de pouvoir partager les meilleures pratiques et les connaissances que nos experts mexicains ont. Même s'il semblerait que beaucoup de sujets qu'on va toucher ont un certain ordre, je voulais simplement vous dire que même si la séquence n'est pas stricte, il y a néanmoins il y a beaucoup de coordination par rapport à comment les sujets sont présentés et comment ça poursuit et comment ça se suit. Nos experts de la Polytechnique, de l'institution de Polytechnique, qui ont payé beaucoup d'attention à tous les différents cours et formations, et j'espère que ça sera encore tous utile pour vous tous. Merci beaucoup pour votre participation et merci à nouveau à l'AEC d'avoir facilité cet espace afin qu'on puisse avoir ces séances de formation. Merci beaucoup. On demande à tous nos participants de pouvoir allumer vos caméras afin qu'on puisse prendre une photo de groupe. Accordez-nous donc quelques minutes avec vos caméras allumées afin qu'on puisse prendre une photo de groupe afin de bien enregistrer cet événement. Todavía continuamos con el proceso de fotografías. Por favor, no apaguen sus cámaras. Nous prenons toujours des photos. N'éteignez toujours pas vos caméras et si vous n'avez pas encore allumé, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît, afin qu'on puisse faire partie de cette photo de groupe. Merci beaucoup. Un par de minutos más, por favor. Quelques minutes encore, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Con esto concluimos la inauguración del curso. Agradecemos a la L'ouverture de cette séance est maintenant officiellement terminée. Mais avant de commencer la séance d'aujourd'hui, je vais lire Dr. Margarita Garças Valdés. C'est une chercheuse et professeure à Sigma et qui fait partie de le développement de la technologie dans le domaine de microalgues. Son travail professionnel consiste en commencer avec une formation en biologie, diplôme en philologie avec une spécialisation de la pêche et dans le centre interdisciplinaire de sciences océanographiques de Centre Polytechnique. Elle a aussi une maîtrise dans la science de pêche et aussi un doctorat sur aquaculture. C'est une lauréate de la Peña Colorada Award, prix résultant de son doctorat. Elle a eu plusieurs rôles, y compris directrice de recherche, directrice de l'institution de recherche de la pêche régionale, qui fait partie du centre d'aquaculture, et aussi la directrice des sciences à l'intérieur de l'Institut Polytechnique sur l'océanographie. Elle a aussi supervisé des thèses, une vingtaine. Elle a publié 165 articles de journaux et livres. Elle a aussi mené 47 recherches scientifiques. Elle a présenté plus de 200 fois à des conférences et qui fait partie de plusieurs équipes de conseil. Et le sud de Mexique, qui a commencé il y a plusieurs années, elle a étudié aussi microalgues et aussi la sargasse, et qui a aussi entrepris beaucoup d'enquêtes sur ces espèces. Elle a continué ses recherches sur les microalgues dans les parties côtières de Baja Californie, écologie, l'évaluation et aussi l'utilisation de les microalgues pour la nourriture pour les animaux. Nous avons aussi M. Roberto Marcos Ramirez, qui est aussi océanographe et qui a aussi étudié, il a aussi sa formation dans l'océanographie en 1987. Il a beaucoup d'expérience dans l'industrie de marine et aussi algues. Il a aussi commencé une entreprise qui se concentre sur l'exploitation de la sargasse pour la formation de agar, la manufacture d'agar, fabrication d'agar. Il a aussi développé la gestion pour les industries pacifiques limitées et la production mécanisée de 1998 à 2004. En 2007, il a fondé la société Marine Algae Limited, une société qui se concentre sur l'utilisation des nouvelles technologies pour les nouveaux produits, pour les animaux, pour cosmétiques, bioplastiques et aussi les extractions de l'algue pour l'utilisation de l'agriculture. C'est l'industrie la plus importante en Mexique, qui ont des commerces avec l'Australie, Afrique, Chine,
Japon et aussi les Nations Unies, et les États-Unis. Il a aussi beaucoup d'expérience dans la récolte et la gestion des sargasses. L'entreprise aussi a la première microcystis de développement, opération qui travaille aussi avec la sargasse. Nous avons aussi avec nous Lourdes Sanchez. C'est un océanographe et qui est aussi diplômé de la faculté des sciences maritimes de l'Université de Baja Californie. Il a commencé avec une ressource technique dans l'agriculture de l'élevage des crevettes et dans le golfe de Californie et en surveillant la qualité d'eau et les différentes zones. Il aussi travaille avec Agarmex, une société d'Espagne qui fabrique l'agar. Et pour plusieurs années, il a aussi participé dans la gestion des stocks des algues, y compris en tant que directeur Agamex. Il a commencé Alga Pacific, une société qui fait l'extraction des matières organiques pour l'utilisation dans l'agriculture qui sont utilisées au Mexique, mais qui sont maintenant exportées vers les États-Unis aussi, vers l'Espagne, Chili aussi. Chili, Espagne et aussi les États-Unis. Zaragoza et aussi c'est une chercheuse dans l'Institut biologique de la Baja Californie Sur et elle travaille avec le laboratoire des microalgues dans le système de recherche et aussi à niveau 2, chercheuse niveau 2, elle c'est aussi un membre de l'Académie des sciences au Mexique. Sa formation est une licence en biologie, une maîtrise des sciences qui se concentre sur la biologie et aussi un doctorat de la faculté des sciences de UNAM. Son expertise principale qui est sur elle a reçu la médaille d'argent Reina Madeira par son travail pendant ses maîtrises de sciences et un autre prix qu'elle a reçu pendant qu'elle faisait sa maîtrise. Elle se focalise sur et aussi les systèmes écologiques. Elle a aussi publié 74 articles, 2 livres et 70 chapitres et aussi beaucoup participé dans la dissémination des informations dans le domaine scientifique. Dr. Alejandra, elle est aussi avec nous aujourd'hui et aussi qui fait partie de l'Institut maritime et qui fait partie aussi du système de recherche niveau 1 et aussi une diplômée des facultés des sciences de UNAM. Elle a une maîtrise des sciences des sciences maritimes. Elle a fait sa maîtrise sur la pêche et aussi leur écologie. Elle a aussi un doctorat de l'Institut scientifique de UNAM où elle a étudié des éclosions des microalgues et aussi les flux de nutriments à cause des activités anthropogéniques. Elle a aussi coordonne des séminaires sur le développement de technologie pour les étudiants en maîtrise et aussi en doctorat. Elle a aussi travaillé sur la microalgue. Elle a aussi
supervisé aussi plusieurs thèses sur ce sujet. Docteur Professeur Ramirez, qui est aussi avec nous, il a commencé avec 6 mois avec une licence en biologie et avec des sciences maritimes. Et il a aussi fait sa maîtrise dans le même domaine. Son expertise reste toujours avec les techniques de récolte et aussi dans la pêche, et qui se focalise sur les crevettes, les thons, les mollusques et parmi d'autres. Et c'est un professeur au niveau maîtrise et qui a développé une variété de projets dans la productivité en ce qui concerne les différentes ressources maritimes. Il a aussi fait partie de l'évaluation des thèses. Sa recherche se focalise sur les crevettes, les sardines, les thons, les infrastructures portuaires, aussi la, et la population et les différentes, la pêche et aussi l'agriculture, la productivité des différents systèmes et l'utilisation de sargasses. Et aussi pour les nourritures, pour les pondeuses. Nous avons aussi Dr. Luis Macario. C'est un ingénieur en chimie qui a aussi son doctorat de l'Université de Birmingham en Angleterre. Et il est aussi un chercheur à plein temps de l'Institut technologique de Monsanto. Il est aussi professeur qui fait partie d'un réseau de chercheurs. Ses recherches se focalisent sur le développement technique et aussi l'innovation avec des différents prototypes, liquides et solides, extractions qui sont chauffés avec la vapeur, l'échange de chaleur, le séchage, le four, pour la déshydratation des aliments et l'équipement pour la distillation et aussi l'extraction des solides. Il est aussi président de l'Académie de bioingénierie et qui a aussi supervisé plus de 40 projets d'étudiants. Il a aussi plusieurs années d'expérience dans le télémodèle et dans la coopération internationale. Et comme vous pouvez voir, la qualification de nos formateurs cette semaine sont vraiment bien étendues, bien larges, et a garanti la haute qualité des instructions qui font partie cette semaine. Ana Leticia. Maintenant, je passerai le micro à Maria Casillas Vargas pour qu'on puisse commencer avec la formation. Merci beaucoup pour cette très belle introduction. Merci à Annalisa. Mes remerciements au secrétaire général Sabonhe et mes remerciements à Madame Alchaga Lopez pour avoir introduit cette initiative. C'est un plaisir pour nous d'être ici en tant qu'intervenant et de vous avoir parmi nous pour l'ouverture de cette formation. Maintenant, je vais partager mon écran pour qu'on puisse commencer. Pendant que vous partagez votre écran, nous allons regarder l'ordre du jour, s'il vous plaît. Toutes vos questions, nous vous demandons de les écrire dans la fenêtre chat. À cause du temps qui est disponible, nous allons garder les questions pour la fin de la séance et nous allons donc lire toutes vos questions à la fin de la séance.
Docteur Ramirez s'est expliqué et comme elle a dit, nous allons considérer dans ce coup le travail qui a été entrepris et pendant les 5 jours à venir, je serai présente et j'aimerais vous remercier d'être présent avec nous, avec notre directeur général et le docteur Sanchez, docteur Elisa Saragossa du Centre de recherche biologique et tous mes collègues. De l'Institut national polytechnique, avec l'AEC bien évidemment, et les collègues de l'AMEXID. Avant de commencer, je souhaite faire un commentaire. Nous allons regarder de plus près 2 questions. Premièrement, l'histoire de l'industrie et ses applications, suivi par une petite pause, et nous allons reprendre au deuxième sujet avec les différents types de récoltes de macroalgues et leurs effets écologiques. Ensuite, nous allons laisser place aux questions. Alors, tout le monde peut m'entendre bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, l'origine de la collecte et la récolte des macroalgues est aussi ancienne que les civilisations en elles-mêmes. Dès le début, les algues ont été collectées dans les zones côtières, les communautés côtières. Et la raison principale était pour la nourriture et pour les raisons médicinales. Nous avons des données qui montrent, et comme nous voyons dans le cas des côtes d'Irlande, probablement depuis la période néolithique où les algues ont été collectées pour enrichir les terres post-glaciales. Les algues étaient utilisées aussi pour l'alimentation des êtres humains et les animaux. Il y a l'évidence, une base d'évidence. Pardonnez-moi, j'ai une petite interruption, excusez-moi. Nous ne voyons pas votre écran. Est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez mon écran? Non. Vous voyez maintenant? Toujours pas. Toujours pas, désolé. Pardonnez-moi. Alors, ce que je disais, donc c'est le premier sujet. Nous avons 2 sujets en guise d'introduction. Donc, premièrement, l'histoire de l'industrie et ses applications, ses utilisations, suivi par le type de récolte de macroalgues et leurs effets écologiques. Donc, nous démarrons avec le premier sujet. Pardonnez-moi, docteur, mais nous ne voyons toujours pas votre écran. Nous aimerions voir votre écran, s'il vous plaît. Permettez-moi, bon, j'essaie de partager. J'ai ouvert ma présentation, mais vous ne voyez pas. Il faut chercher le bouton qui indique partager. Oui, j'ai cliqué sur partager.
¿Ahora sí lo pueden ver? No, doctora. Est-ce que vous voyez maintenant? Non, docteur, désolé. ¿Así? ¿Tampoco? No. Non, toujours rien, désolé. Nerviosa, no sé cómo hacer. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Je suis un peu nerveuse. Ne vous inquiétez pas, docteur. J'ai ouvert la présentation, c'est sur mon écran. Je la vois à l'écran. Lorsque vous cliquez sur partager, d'autres écrans vont s'ouvrir et vous devez choisir l'écran que vous voulez partager. Est-ce que vous voyez maintenant? Nous voyons votre écran menu. Alors, il faut sélectionner la présentation. Vous avez choisi la fenêtre pour le menu des présentations, mais il faut cliquer sur partager et ensuite cliquer sur PowerPoint. Voilà. J'ai choisi le sujet. Voilà. Il est maintenant à l'écran. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et merci, docteur. Nous pouvons donc commencer avec l'histoire de l'industrie et ses applications. Comme je l'ai dit auparavant, l'utilisation des algues est aussi ancienne que l'existence des communautés côtières, surtout sur les côtes irlandaises. Et nous avons de la documentation et les preuves, comme nous pouvons voir sur les côtes d'Irlande, où très probablement depuis l'ère néolithique, ils récoltaient les algues pour enrichir la terre et aussi pour utilisation en tant qu'alimentation humaine et animale. Nous avons aussi l'évidence de l'utilisation des algues au Chili, où il y a 14 000 ans. Dans cette zone, ils utilisaient les algues à des fins nutritives et médicinales. Et avec l'extraction qui était faite dans la bouche de ces personnes, on trouvait des boules d'algues en provenant de cette variété de sargasses. En Corée, à peu près, il y a 10 000 années où ils ont fait des excavations archéologiques, ils ont aussi trouvé des restes, des restes d'algues. Et en Chine, en l'année 79, il y a une mention de l'utilisation des algues en tant que médecine. Il a été fait mention d'une variété Maël, de Sargasse Maël, qui a été utilisée par ces personnes pour nourrir leur terre. En Angleterre, comme je l'ai dit auparavant, l'utilisation des algues en tant qu'alimentation existe depuis très longtemps et nous avons une documentation précise provenant du Japon
le 4e siècle au Japon et le 6e siècle en Chine où les algues sont utilisées comme nourriture. Et nous croyons qu'à partir du 4e siècle, ils ont commencé à consommer le sushi. C'est un plat, c'est un mets très populaire où ils enroulaient le riz dans les feuilles rori. Et la preuve donc de l'existence des algues et l'utilisation des algues nous proviennent de plusieurs sociétés. Dans la cour impériale, ils acceptaient le paiement des taxes, des impôts à travers les feuilles nourries. Et au 8e siècle, les Vikings ont collecté aussi les algues rejetées sur les plages et ils utilisaient ces algues en tant que nourriture, alimentation pour le bétail. Au 12e siècle, en France, ils ont commencé à produire l'alimentation de bétail aussi en utilisant les algues. Aussi, pendant le 12e siècle, l'Irlande récoltait les algues pour utilisation dans la nourriture humaine et aussi pour améliorer la qualité de leur terre, leur sol. En Irlande, ils avaient des terres assez pauvres en nutriments et donc ils ont commencé à extraire le soda des algues, en provenance des algues, qu'ils utilisaient pour la production du verre et du savon. Et ils faisaient l'extraction à partir des algues pour produire la poudre de feu. Ils utilisaient les algues aussi, Astem et Corallina, comme vous voyez à l'écran, pour détruire les vers. Donc, c'était employé comme pour le traitement médicinal. En 1668, au Japon, ils ont commencé à utiliser agar-agar et la production rurale a commencé dans les petites usines rustiques où ils faisaient bouillir les algues pour produire une forme de gélatine. Et cette gélatine est utilisée, et cette gélatine chaude est utilisée. Donc, ils ont commencé à étendre ces usines et le Japon est devenu le premier monopole mondial dans la production d'agar jusqu'en 1940. Robert Cook a commencé à utiliser agar comme une forme de bactérie pour nourrir les bactéries grâce à sa composition qui les rend excellents dans l'utilisation à cet effet. Donc, à partir de 1940, il y a eu davantage de développement aux États-Unis, en Espagne, en Afrique du Sud, en Australie et en Russie. Puis, par la suite, entre 1700 et 1820, l'Irlande a commencé à utiliser le cendre de kelp pour produire le papier et le verre. Bernard Courtois de la France, a aussi découvert l'utilisation de kelp et il a commencé à l'utiliser pour la photographie et c'est devenu essentiel
Donc, les algues ont été utilisées pour la production industrielle de l'iode, qui a commencé en 1930 en France, Irlande et la Norvège, qui étaient les pays principaux de production de l'iode. Et les usines qui utilisaient les algues ont fermé en 1959. Entre 1820 et 1940, en Irlande, au-delà de l'utilisation des algues pour extraire l'iode pour la photographie, ils se sont mis aussi à l'utiliser de forme médicinale. Alors, en 1658, ils se sont mis à utiliser le carigano dans l'industrie alimentaire et en 1885, ils ont commencé avec l'industrie pharmaceutique et en 1937, la production commerciale de carrageenan a commencé. En 1881, Stanford a découvert les aginates et la France a commencé à produire la norgine produite de façon en forme de petite production, mais ils ont démarré la grande production en 1929 en Californie. Puis en 1914 aux États-Unis, macrocystis est utilisé pour faire la poudre de feu. En Irlande, en 1940, ils se sont mis à utiliser les algues pour la production d'algénons comme agent pour rendre beaucoup plus épais la nourriture, mais aussi les cosmétiques. En 1947, le gouvernement a établi l'entreprise Alginat Industries, SARL, et en 1955, son nom a changé en Aramara. La production d'agar est très intéressante. Ça m'a réjoui d'en parler parce que comment est-ce que cette production peut avoir lieu lorsque on sait que cela a été découvert en 1658, mais de façon tout à fait forfaitaire. Au Japon, les gens étaient dans les bois. Quelqu'un s'est retrouvé dans les bois, coincé dans les bois pendant une tempête, et c'est comme ça qu'ils ont découvert ces algues. Donc, ils se sont mis dans ce moment-là à manger les algues. Et puis, le lendemain, ils se sont mis à faire bouillir les algues qui a produit cette forme de gélatine que nous utilisons. Et voilà l'origine de la production d'agar. Et c'est donc l'origine du monopole japonais d'agar. Et là, vous voyez la poudre qui est une poudre cristalline. Et j'aime beaucoup cette photo à gauche parce que c'est la façon dont l'agar a été produit auparavant. C'est la façon dont c'était produit avec ces contenants en bois. Donc, il faisait bouillir les algues, il les mettait à refroidir dans ces conteneurs en bois où il cristallisait et ensuite il collectait donc l'agar cristallisé.
Donc, à partir de 1970, il y a eu une grande expansion de cette industrie de production d'agar ou de gélose. Et en Espagne, ils ont commencé une usine avec une très longue histoire qui s'appelle Hispanoagar. Voilà que maintenant, nous avons des usines modernes, fortement mécanisées pour les carraganon, pour les géloses. Et nous avons des photos de ces industries, de ces usines à San Diego. Et à quelle fin est-ce qu'ils utilisent ces produits? Alors, j'ai quelques images ici. Nous voyons que c'est utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Son utilisation principale étant les géloses, les gélatines, mais aussi pour les flans, les puddings, pour différentes saucisses, mais aussi dans la production de saucisses, c'est très populaire, dans les desserts aussi. Et il y a un autre point très intéressant à relever, ce dessert Mitsumame, qui a plus de 100 ans que les gens consomment ce dessert, c'est un mélange de fruits et les cubes, les petits cubes que vous voyez, ce sont des cubes d'agar, les cubes de gélose. Et c'est très intéressant la façon dont ils produisent ce dessert. Puis les coins des géloses, vous voyez qu'ils sont très solides, bien définis, mais vous ne pouvez le faire qu'avec agar grâce aux caractéristiques de sa composition. J'avais mentionné déjà que la gélose peut être utilisée comme médium bactériologique, bien que ce soit utilisé dans d'autres produits aussi, mais l'agar a une excellente qualité et d'une excellente qualité. Les carraginones ont une variété d'utilisations, comme vous voyez ici, pour les géloses, les gélatines, les émulsifiants, différents types de lait, de marmelade. Plusieurs produits, comme vous voyez, qui font des jus. Ils ont plusieurs formes, ils peuvent être dissus. Ils sont utilisés pour faire des glaces et différents desserts. Tout ce qui a du lait dedans. Parce que mélangé avec le lait, la gélose aide à produire cette gamme de produits. Il a aussi une utilisation dans la bière. Si nous voyons qu'ils ont tant d'utilisation, je pense que les algénones ont la plus grande gamme d'utilisation parce que tout ce à quoi vous pensez, ils utilisent les algénones. Ils sont utilisés pour rendre plus épais les sauces. Ils sont utilisés dans différentes industries et nous avons à l'écran quelques exemples dans l'industrie textile qui est utilisée énormément. Et cela agit comme émulsifiant pour stabiliser les émulsifiants ou les sirops aussi. Los
et aussi pour les impressions dentales. Les algés, les gelées, en fait, sont utilisés à Alginette, sont aussi bien consommés dans tous les différents domaines qui sont liés dans l'industrie dentaire. Et surtout pour les impressions dentaires aussi, lorsqu'on fait des moules, pour qu'on puisse avoir une très bonne qualité et un bon prix lorsqu'on compare avec agar ou la gelée. Car la agar a une très bonne production, mais un coût beaucoup plus élevé lorsqu'on compare avec les alginés. Et récemment, les alginés, en fait, sont utilisés pour la micro-encapsulation. Donc, on peut aussi résumer que cette industrie, cela vise 5 secteurs. La nourriture, pour la consommation humaine, 70%, les phycocolloïdes, agar, alliginate, de 25%, comme des additifs pour aussi la nourriture pour les bétails. Et aussi dans la cosmétique et aussi dans la pharmaceutique, pour fabriquer des produits organiques, bio, pour des fertilisateurs organiques et aussi dans les différents secteurs biosphère. Une fois que nous avons cette information, on va regarder quelle est la situation actuelle de la production actuelle. De 2018, nous voyons ici, ils ont produit 33,3 millions de tonnes d'algues. Ça veut dire le poids humide. Et ceci est une production importante dans le marché mondial. C'est très important dans le monde entier. Et qu'on doit aussi dire que 97% de cette production est cultivée et seulement 3% que vous voyez dans le bar bleu qui est récolté dans l'environnement naturel. C'est-à-dire donc la production des algues. On peut voir ici que la croissance a été bien signifiante et que au cours des années. Et aussi, nous voulons voir quels sont les pays qui produisent dans le monde entier. La Chine, l'Indonésie, la Philippines, la République de la Corée et aussi le Japon. Ce sont des pays qui produisent le plus d'algues. Et comme j'ai déjà mentionné, 97% qui vient de la culture. Je pense que c'est très important aussi de souligner et de partager avec vous quelle est la plus grande quantité. Nous avons des données de 2016. Et l'algue qui est cultivée dans le plus grand volume, c'est ce que vous voyez qui est Eochema et une algue rouge avec certains tons verts. Donc Eochema qui est 35% de la production mondiale. Après, nous avons le Naminara japonica qui contribue 27% de la production mondiale avec plus de 8000 tonnes. Et nous avons les Gracillarias qui dépassent les 4000 tonnes. Et après les 2000 tonnes de Capsicus, qui est à peu près 1500 tonnes avec 1300 tonnes avec les nourris.
Ceci montre la production des espèces la plus importantes qui sont cultivées, qui font partie de la grande production mondiale. Quels sont les pays qui produisent? C'est ce que nous avons mentionné et que nous avons vu on a vu les plus pays, donc la Chine, l'Indonésie, les Philippines, la République de la Corée et aussi le Japon. Que tient l'avenir? Que disent les chercheurs, les analyses du marché et quel sera donc l'avenir de la récolte et l'utilisation de l'algue? Lorsque nous regardons le marché, nous voyons ce qu'ils ont mentionné. En 2017, que entre 4 et 6 milliards de dollars, en fait, ce marché d'algues. Et nous parlons d'algues qui sont utilisées en tant que matière brute. Et ce qui a été mentionné aussi, qu'en 2024, la valeur sera encore plus élevée jusqu'à 9 milliards de dollars avec un taux de croissance de 12% entre 2018 et 2024. L'Organisation mondiale d'alimentation, donc la valeur qui a été donnée était 10,6 milliards de dollars. Et ceci est pour l'algue et ses produits, non simplement la matière brute, mais aussi ses sous-produits, les carotènes, ainsi que les autres produits. Et l'estimation de 2025, la valeur de ces produits et l'algue, ça sera 26 milliards de dollars. Et c'est quelque chose qui est très encourageant, qui sont intéressés de rentrer dans l'industrie d'algues. Parce que vous pouvez voir que la croissance ça va continuer pour l'industrie d'algues. Lorsque nous avons fait des analyses, on a vu l'Amérique, l'Asie, Pacifique, l'Europe, les Amériques, l'Afrique. Nous voyons que logiquement, le marché le plus grand mondialement pour les algues est dans la région Pacifique, Asie-Pacifique. Et dans cette région, donc ce qui était estimé qui sera 11,4% de croissance entre 2018 et 2024. Lorsque le marché mondial de l'algue a été analysé, nous avons vu donc l'algue rouge, verte et aussi marron. Donc ce que nous voyons, c'est que l'algue rouge qui possède la part du marché la plus grande. Et résultant, donc ce sont des algues qui a la plus grande croissance entre 2018 et 2024, qui est l'algue bleue, qui est montrée représentée par la couleur bleue sur notre graphique ici. Donc la croissance des algues rouges, du marché de l'algue rouge, c'est disons à peu près 12,3% de croissance que vous pouvez voir ici. C'est la croissance pour l'algue et ça serait moins pour l'algue verte.
qu'une fois que les analyses sont entreprises et dans ce marché mondial, en regardant son utilisation et son application, ce que nous pouvons voir ici dans le graphisme, c'est la plus grande application. C'est la plus grande utilisation, c'est pour la consommation humaine et que nous avons déjà mentionné 70% de l'utilisation de l'algue, c'est visé vers l'alimentation humaine et après les hydrocolloïdes, les tergénates et les fertiliseurs encore moins, et aussi pour les alimentations pour le bétail et aussi d'autres utilisations. Et ce qui a été mentionné ici, c'est la croissance qui est démontrée dans l'utilisation de ces phytocolloïdes. Il y a une croissance de 13,5% entre 2018 et 2024. Et il y aura une croissance pour l'utilisation pour l'alimentation humaine. Et ceci continue à être le nombre le plus élevé, plus important. Il y a une référence qui a été signalée aussi au marché, la plus grande part du marché qui est mentionnée dans la région Pacifique, Chine, Indonésie, Philippines, Corée et Japon. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'utilisation de l'algue dans l'avenir? Et qu'est-ce qu'on dit concernant les études de littérature et son utilisation? Docteur, excusez-moi, pardonnez-moi. Est-ce que serait-il possible d'avoir une pause de 10 minutes, s'il vous plaît? Il me reste que 2 diapos. Quand vous avez terminé, nous aurons poursuivre avec le sujet numéro 2. Et quel est l'avenir qui a été prédit pour l'algue? Comme les nutracéutiques, comme des probiotiques, qui contribuent à l'organisme nutriments et améliorent aussi la santé. Et c'est pour cela, c'est considéré comme on peut utiliser directement comme les nutracéutiques. Voilà, ces propriétés qui sont mentionnées, ils peuvent être utilisés comme hypoglycémiques et pour les applications applicales parce qu'ils ont des fluorescines, des carotonides, peptides, des stérols, heptanoïdes, et tous ces produits peuvent être utilisés pour des maladies dégénératives comme l'arthrose et l'hypertension. Et pour d'autres propriétés, nous avons des antibiotiques, antiviraux, anti-champignons, antioxydants, antithrombose aussi. Toutes ces différentes propriétés et d'autres utilisations aussi pour ces nouveaux usages peuvent être utilisés comme des biostimulants et des biofertilisateurs. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on fait l'extraction, on peut utiliser pour pouvoir stimuler la croissance des plantes et des germinations encore plus accélérées et aussi système de racines qui est encore amélioré, la qualité des fruits et aussi la force des plantes. Les biocarbones, qui est aussi une amélioration des terres, la fertilité de la terre et les bioplastiques parce qu'ils sont biodégradables et aussi pour la production des biogaz. Dans ces derniers, ce sont les utilisations plus récentes que les algues peuvent avoir et on a toujours des intérêts dessus. Merci beaucoup. Donc, on peut maintenant avoir notre pause.
Merci beaucoup, docteur. Nous avons maintenant une pause de 10 minutes. Et pardonnez-moi, non, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Nous retournons. Il est 14 heures, midi 15, donc nous allons retourner à midi 25. Merci beaucoup. Bueno. Ah, sí, espérame. Patience, nous pouvons procéder. Excellent. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous puissiez voir mon écran? Oui, tout à fait. Très bien, merci. Alors, passons maintenant au deuxième sujet aujourd'hui, qui fait partie de notre introduction. Nous allons parler maintenant des différents types de récoltes de macroalgues qui peuvent être pratiquées et nous allons voir un résumé de leurs effets écologiques. Donc, depuis le début de tout temps, les algues ont été récoltées de différentes façons par différentes personnes, divers pays qui ont des zones côtières en utilisant des méthodes rudimentaires, en récoltant les macroalgues qui sont déposées par les courants, par la mer, et puis d'autres façons beaucoup plus recherchées. Mais cette façon de récolter les macroalgues, ce que nous voulons regarder de plus près, c'est la façon dont la récolte est faite. Nous allons le cataloguer en 4 groupes. Premièrement, lorsque la plante entière est récoltée, et là, à l'écran, vous voyez l'utilisation d'un râteau. Donc, les plantes sont retirées à partir de leurs racines. Voilà une autre méthode qui est utilisée avec un outil qui est inséré dans la terre et qui enlève la plante entière. Donc, avec ce type de récolte de macroalgues, la repopulation a lieu à travers des spores et aussi à travers des restes qui sont laissés derrière après la récolte. D'habitude, vous n'allez pas voir chaque plante qui est retirée parce que les petits plants ne sont pas suffisamment grands pour être enlevés par ces outils. Le type 2, donc les structures végétatives et reproductives sont enlevées, c'est-à-dire la partie de la plante qui est au-dessus des racines sont enlevées, mais cela touche aussi à la structure reproductive. Et d'habitude, avec cette méthode, la régénération a lieu à partir des structures régénératives qui sont laissées derrière et à partir des spores. Qui sont laissés derrière après la récolte.
La troisième forme de récolte de macroalgues enlève uniquement la partie végétale. Il y a des parties de la plante qui sont au-dessus du stratum, qui sont visibles au-dessus de la surface même, qui est enlevée. Et avec cette méthode, la régénération a lieu à travers ou à partir de la culture. Sous le type 4, ce qui est récolté et ce qui est déposé sur les côtes par les courants, par les vagues, les plantes échouées. Et c'est une question tout simplement de collecter ce qui reste sur les côtes. Et l'effet de ce type de récolte sur le repeuplement est minime ou non existante parce que cela se passe de façon naturelle. Et pour résumer, donc, ces 4 types de récoltes, comme vous voyez à l'écran, le type 1, où la plante entière est récoltée du milieu naturel. Le type 2, qui implique la capture d'une partie, donc la partie végétale et reproductive, entre 15 et 20 cm de la plante. Ici, vous voyez à l'écran un plongeur qui coupe manuellement les algues. Le type 3, qui est ce qui est utilisé avec les macrocystes. Et donc, des bateaux, des vaisseaux sont utilisés qui sont équipés d'un mécanisme de coupage. Et le bateau coupe jusqu'à une certaine hauteur ou une certaine profondeur. Donc, les plantes retiennent leur structure intégrale. Donc, cela se compare au fait de couper les branches d'un arbre, mais la racine reste en terre. Ici, vous voyez, toujours à l'écran, vers la partie basse de la plante. Donc, la partie végétale est récoltée et le reste, la racine reste implantée pour que la plante puisse se régénérer. Et le type 4, où les personnes récoltent sur la côte tout ce qui a été déposé ou les éléments qui ont échoué sur les côtes. En ce qui concerne les méthodes de récolte dans les eaux peu profondes, vous pouvez utiliser ce type de filet qui est manipulé par une ou plusieurs personnes dans certains cas. Et dans ce cas, les algues sont récoltées dans les filets lorsque les personnes traversent la surface. Dans les baies et les zones estuaires, ce type de filet est utilisé, des filets de 5 mètres de longueur d'habitude, qui ont une structure triangulaire qui garde ouverte la bouche du filet pour que un bateau puisse passer tout en récupérant les algues. Une autre option, dans les zones rocheuses, par exemple, où il y a de fortes concentrations d'algues, par exemple, à l'écran, vous voyez une petite poche
où il y a une agglomération d'algues et un outil qui s'apparente à une pompe aspirante est utilisé pour aspirer les algues de ce trou. Un autre exemple que vous voyez à l'écran en Antarctique, en Diovelia, dans le sud du Chili, les algues sont récoltées entièrement ou bien collectées à partir de ce qui a échoué sur les plages. Donc, vous voyez le type 1 et le type 4. Un autre exemple provenant du Chili, dans la partie centrale du Chili. Il s'agit de la récolte du tal qui est extrait pratiquement dans sa totalité. Cela dépend des spores pour la régénération ou bien des petits plants qui sont laissés derrière et qui peuvent régénérer. La récolte de ce spécimen laminari qui est récolté entièrement à partir des rhizodes. Et ici, vous voyez, le bateau a un râteau qui retire la plante tout entière. C'est encore un type de récolte et le repeuplement a lieu grâce aux spores, grâce aux petits morceaux qui sont assez grands pour se propager, mais aussi grâce aux petits plants qui sont laissés derrière. La récolte d'Ascophyllum nodosum il s'agit d'une forme traditionnelle qui est récoltée depuis très longtemps et à cause de la morphologie de cette espèce, la récolte commerciale a tendance à compromettre la structure reproductrice de cette plante. Cette espèce a une saisonnalité marquée de reproduction. Donc, si la récolte a lieu pendant l'hiver, d'habitude, ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme impact sur le repeuplement de cette algue. De façon générale, le repeuplement est très lent et cela peut prendre jusqu'à 4 ans pour pouvoir régénérer une zone qui a été récoltée. Donc, selon les exemples présentés, est-ce que vous pouvez identifier le type de récolte ou les types de récoltes qui sont faits dans ces exemples? Voilà quelques images qui démontrent ce que vous voyez dans vos pays, je crois. Est-ce que vous pouvez décrire le type de récolte qui est entrepris ici? Type 1, type 4? Oui. Oui, tout à fait. Ce sont des algues qui ont été enlevées par des courants, qui ont été portées par des courants et qui échouent sur les côtes. Donc, vous voyez directement les dépôts d'algues sur le sable, sur les côtes. Et puis, en bas, vous avez l'image tout en bas, les sargasses qui n'est pas encore sur la plage, mais plutôt dans l'eau, sur la mer, sur l'eau. Si les sargasses ne sont pas collectées pendant qu'elles flottent dans l'eau, éventuellement, les sargasses vont s'échouer sur les plages. Donc, le phénomène de sargasses que nous
expérimentons dans la Caraïbe, nous pouvons classifier comme un cas éventuel de récolte de type 4. Que pouvons-nous dire concernant les différentes méthodes de récolte et ce que nous devons prendre en compte pour ces types de récoltes? Alors, les caractéristiques. S'agit-il de manuel, mécanique ou mixte? Et de façon spécifique, quels sont les outils de coupe ou d'extraction qui sont utilisés? S'agit-il d'un râteau, un trident, des couteaux? Est-ce qu'ils utilisent des pompes qui sont portées par les bateaux? Et nous devons aussi savoir quelle partie de la plante est enlevée. Quelle portion de la plante est enlevée? Est-ce que nous retirons la plante? Est-ce que nous déracinons la plante? Est-ce que nous coupons tout simplement la partie au-dessus de la racine? Est-ce que nous coupons uniquement la partie végétale sans compromettre la structure reproductrice? Et quand est-ce que la récolte a lieu? Est-ce que les plantes sont récoltées en début de leur cycle de vie ou bien à la fin lorsque les plantes arrivent à maturité? Donc, ce sont des éléments à prendre en compte et à garder à l'esprit en ce qui concerne les moyens de récolte. Parlons-nous de vastes étendues de la côte? Parlons-nous de certaines régions de la côte? Sommes-nous ou restons-nous dans une zone prédéfinie, une zone géographique prédéfinie de récolte? Par exemple, il y a une zone qui est couverte par les algues. Un bateau passe et récolte une partie, mais laissant derrière aussi des algues. Est-ce que le bateau retourne dans la direction, le sens inverse? Est-ce que nous laissons des espaces de biomasse non perturbés entre les deux zones? Et quelle quantité de biomasse est enlevée par chaque couche, par localité et par chaque région? S'agit-il de 17%, 30%, 70%? Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, les endroits où la récolte a lieu et la région tout entière. Et puis, la fréquence de la récolte. Hay casos que vamos, S'agit-il d'une fois par an? zonas se realiza cada 4 En utilisant l'exemple où la récolte sont entreprises en fait tous les 3 ans ou tous les 4 ans et même tous les 5 ans. Il y a aussi des exemples où la récolte, une fois par an, une fois par semaine ou bien même tous les jours. Surtout en ce qui concerne, par exemple, si c'est un endroit très large, donc ça peut être alterné. Donc, par exemple, un jour, on fait une collecte, on récolte dans un endroit, dans un autre lieu, et ainsi de suite, pour qu'on puisse faire une rotation au niveau des différents lieux de récolte. Donc, dépendant de la période de l'année aussi. Quelle période de l'année, en fait, il faut qu'on fait la récolte pour qu'en fait, compromettre les ressources. Donc, l'exemple précédent, regardons maintenant les effets écologiques de la récolte. Et d'une façon générale, donc l'effet écologique est très similaire à ce qui aurait pu se passer à cause des perturbations naturelles. Parce que les tempêtes enlèvent une partie ou bien toute la plante d'une population d'algues. Et ceci offre un espace pour pouvoir faire une repopulation ou pour qu'il y ait d'autres ressources puissent reprendre place. Donc, les perturbations naturelles, ceci, ça dépend de la sévérité.
et en gardant en tête en fait l'interaction de ces différents facteurs avec le cycle de vie et aussi les attributs phénotiques, ce qui régule en fait la reprise de cette ressource et la structure et la succession de cette communauté. En fait, l'impact, l'effet en fait de cette récolte est lié à la taille de lieu, la superficie de lieu de récolte. Ceci est aussi lié à la fréquence de la récolte, ainsi que la technique qui est utilisée. Et bien sûr, c'est bien lié avec la vulnérabilité de l'espèce en ce qui concerne si la période de la reproduction, quel est le taux de recrutement et le taux de croissance et le taux de régénération. Tous ces facteurs vont déterminer l'impact écologique qu'a peut avoir la récolte sur les différentes espèces d'algues. L'effet de la récolte peut varier de minimum, des effets minimaux, et à des significations, à l'effet beaucoup plus approfondi, dépendant de la manière de la récolte. Et ceci est appliqué de ce qui a été récolté et aussi leurs espèces associées. Dépendant sur le type de récolte qui sont faits. Ici, nous pouvons mentionner quelques effets écologiques de la surexploitation dans les populations récoltées elles-mêmes et en ce qui concerne les différentes communautés, les communautés que ces espèces dont ils font partie, et aussi en ce qui concerne l'écosystème. Et c'est dans ces trois domaines que nous regardons l'effet écologique. Il y a en général des changements dans le recrutement et le taux de survie, l'abondance et aussi stabilité. S'il y a une surexploitation, d'autres populations font recrutement, et ça s'est diminué. En fait, la survie est aussi touchée, ainsi que l'abondance. Et ceci veut dire qu'il peut y avoir des problèmes avec la stabilité de cette population. Et ces populations, que cela change en ce qui concerne les tailles, ceci peut avoir un effet sur les communautés, peut avoir un effet sur les communautés dont fait partie de ces différentes espèces. Et si la perturbation est aussi sérieuse pour pouvoir avoir un effet sur les communautés, ceci peut avoir un effet sur l'écosystème aussi. Pour reprendre, la récolte peut être aussi fréquente et aussi extensive et aussi intense que les attributs biologiques permettent, en fait, en ce qui concerne une reprise pour qu'il y ait une certaine durabilité de la présence de l'espèce. Je vous donne maintenant deux exemples très intéressants. Un qui est les récoltes Mycocystis qui est dans le côte ouest de la Baja Californie, la péninsule de Californie. Ceci a été récolté en Californie aussi, aux États-Unis,
Mais ici, vous voyez le bateau que j'ai mentionné auparavant et Dr. Obero qui va vous expliquer comment cette méthode d'aspiration que la récolte, c'est simplement entrepris tout au long de la partie supérieure de la structure reproductive reste toujours indemne. Donc la récolte en Californie, aux États-Unis, c'est-à-dire, ont été étudiées pendant plusieurs années. On se focalise toujours sur l'effet de cette récolte sur le système mucocystique et aussi en ce qui concerne les autres espèces associées. Et s'il y avait d'autres algues ou d'autres organismes qui vivent dans mais qui mangent ces algues. Il y a eu aussi une richesse de matériel qui a été produit sur ce sujet. Et le docteur No a produit ce que nous avons mentionné de la Bible de macrocystique. C'est vraiment une richesse de documentation. Comment la récolte de ces espèces peut affecter tout l'organisme qui vivent dans et est basé sur celle-ci. Cette recherche, la conclusion est la suivante, que le type de récolte qui a été utilisé en Californie et en fait aux États-Unis a eu des effets minimal en fait. Et pour cela, on peut même argumenter que cet effet peut être même bénéfique. Et pas pourquoi, c'est parce que la récolte macrocystis, comme nous avons dit, qui a coupé la cime de l'algue. Et il y a aussi une cycle de vie de 2 phases. Ici, qui est les sporophytes, qui est en fait la plante, qui est très grande, jusqu'à 30 mètres en longueur, 30 cm par jour, ou même plus, jusqu'à 50 cm par jour. Mais les premiers stages, premières étapes demandent comprend donc des petites filaments qui demandent les photosynthèses. Et eux, ils sont vraiment au plus profond de la mer. Mais ils ont besoin de lumière de soleil. Pour les parties femelles et pour les parties mâles, pour produire ce qui est nécessaire pour la fertilisation. Et ceci nous amène les sporophytes. Les sporophytes sont plus larges et sont plus foncés. Et les franges, en fait, poussent à travers une partie centrale et ceci continue à pousser. Et plus qu'il y a la lumière solaire, plus qu'il y a cette action de reproduction peut être entreprise. Et que ces feuilles, ces franges, peuvent en fait faire
la photosynthèse et la récolte de la partie supérieure de la plante permet donc encore plus de soleil pour entrer, les rayons de soleil pour entrer plus facilement. C'est ce que le docteur North voulait dire lorsqu'il avait mentionné que la récolte dans cette méthode avec cette espèce peut être même bénéfique et que la taille de cette population est tellement grande que la récolte qui était entreprise à l'époque n'avait aucun effet sur la taille de la population. Nous faisons des recherches dans la côte centrale de la Baja Californie et de la péninsule. Donc, nous avons commencé en 1982. Donc, l'Université autonome de Baja Californie a aussi entrepris beaucoup de recherches dans le nord de cette partie nord de cette péninsule. Et dans certains, la conclusion est que la manière avec laquelle que les mycocystis sont récoltés jusqu'à 2004 n'avait aucun effet sur la population de mycocystis et quelles que soient d'autres ressources. Et heureusement, on peut dire que les ressources liées n'ont pas été affectées parce qu'on a eu une très grande expérience quand nous avons essayé de certifier l'élevage des homards, et c'est une recherche à faire sur d'autres homards pour démontrer que la pêche n'avait aucun effet sur d'autres ressources et que c'est pour cela qu'on a pu vraiment regarder notre recherche et les différentes enquêtes qui existent, qui ont été entreprises en commençant en 82 et en 1986, et ceci ont été des différentes évaluations. Et ainsi que toute la recherche qui a été entreprise sur la récolte de Gelidium. Et ceci nous a aidé à vraiment substantifier l'application de certification pour la pêche des homards. Et c'était avec toutes les recherches qu'on a pu faire, on a pu mentionner que la récolte des mycocystis n'avait aucun effet sur d'autres organismes. C'était une très bonne expérience pour nous. Un autre exemple que je voulais vous montrer. J'ai quelques soucis avec les diapos. Voilà. Le prochain exemple, c'est le Gelidium priscoides, basé sur des recherches par Anderson et al. Ils ont noté que les animaux épiphytiques, algues, ou des animaux benthiques n'ont pas été affectés particulièrement affectés par la récolte commerciale de Gelidium. Dans la péninsule de Baja Californie, nous faisions des recherches pour des décennies qui le faisaient même encore plus longtemps que nous. L'Université autonome de Baja Californie, il y a quelques institutions qui sont actives et qui recherchent toujours les péninsules. Et nos résultats suggèrent que dans le niveau d'exploitation, donc si on va récolter le Gelidium, ceci ne va pas affecter la population naturelle, étant donné
où se passe la récolte et la fréquence des niveaux et la fréquence de la récolte et aussi pour les niveaux bien précis. Alors, donc la population naturelle n'a pas été affectée. Les deux en ce qui concerne la population de Geladium, mais aussi la population des organismes associés. Ceci nous ramène à la clôture d'aujourd'hui de notre introduction des types de récoltes. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que peut maintenant continuer à la séance de questions-réponses? Mes collègues, Roberto et Marcos, qui vont participer dans cette partie. Question, est-ce que vous avez des exemples? Y a-t-il des exemples où il y a des récoltes qui ont affecté le microalgue? Oui, on va regarder quelques exemples mercredi. Mais juste pour vous donner une idée, le sargassum pélagique dans les Philippines, il y a aussi un endroit bien précis où la récolte de Gracilaria dans les années 70 en Chili, des agroiphytes au Brésil, en 2000, dans les années 2000, sont quelques exemples. Peut-être Roberto ou David veut parler sur ce sujet. Et en Chili, c'est ce que j'allais mentionner. On vous a perdu un instant. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la surexploitation et parce qu'en fait, ce qu'ils le font, c'est parce que c'est avec les filets des bateaux qui prennent, donc ça arrache toutes les plantes. Mais ceci a été un problème parce que ce n'est pas ce qui se passe surtout dans le nord de Chili. Merci beaucoup pour ce commentaire. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y en a d'autres. Un moment, s'il vous plaît. Nous avons une question de la salle en anglais. De la salle anglaise. Quelle partie de la plante qui est récoltée sur le type 4? Le type 4, c'est ce qui a été déposé sur les plages. Donc, vous prenez toute la plante, en fait, toute l'algue. C'est ce qui est, en fait, emmené sur les plages. Donc, vous récoltez tout. Merci beaucoup, docteur. Une autre question? Quelles sont les expériences que vous avez dans la Caraïbe? Parce que à Barbade, nos expériences n'ont pas été avec toute la plante, mais avec une partie des plantes qui flottent librement. Donc, on va regarder en détail mercredi. Mais en ce qui concerne la classification des récoltes, les types de récoltes, ce que nous avons vu aujourd'hui,
dans mon opinion, le type de récoltes qui sont faites avec les sargasses flottantes qui arrivent sur les plages, c'est le type 4 parce que ce n'est pas une population résidente qui pousse et qui reste sur place au cours de plusieurs années ou pendant une bonne période. Et ces volumes qui arrivent d'ailleurs, ils poussent à un certain niveau pendant qu'ils poussent, ils flottent dans la mer, mais à la fin de la journée, quand ils arrivent, ils vont mourir. Donc, je dirais que c'est le type 4. C'est le type de récoltes qui sont utilisées pour ce type d'algues. Il y a une autre question, si vous me permettez. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a le temps. D'accord, merci. Ça va, on a du temps. Il nous faut juste un petit moment. Docteur, il y a encore une question de la salle anglaise. Au-delà de la question de la récolte, est-ce que nous allons regarder aussi d'autres utilisations pour le sargasse qui actuellement est nuisible pour nous? Est-ce qu'il y a d'autres utilisations? Ça sera le dernier sujet. Le vendredi, nous allons parler en détail les utilisations potentielles de la sargasse. Merci beaucoup, docteur. Nous permettons maintenant, s'il y a d'autres questions, et pendant que nous attendons, donc vous rappelez aux participants que demain, nous allons utiliser le même URL d'aujourd'hui. On ne va pas vous envoyer un nouveau URL, c'est toujours le même lien. C'est toujours le même que nous avons utilisé aujourd'hui. En outre, nous allons vous envoyer un autre URL pour télécharger tout le matériel, y compris les présentations qui sont utilisées, des matériels de référence. Cette URL sera partagée via Webex. Ceci est très important à noter parce que des fois, en écoutant tout simplement un cours comme ceci, une formation, ce n'est pas toujours facile à absorber. Et la lecture nous permet la bonne compréhension et appréciation des différents concepts. Et donc, si vous avez des questions, soyez libre, soyez à votre aise d'envoyer des questions par email. Je m'excuse par rapport à la dernière correspondance, mais nous parlions déjà de l'utilisation des sargasses à Saint-Vincent. Il y a aussi un jeune homme qui m'a écrit et je lui ai envoyé le matériel sur la récolte pour la bouse, pour les plantes. Bonsoir, David Laura. Bonjour, c'est David Loras qui parle. Bonjour Margarita. Juste un commentaire très bref. Le type de récolte, avec ce type de récolte, on doit garder l'esprit, étant donné que ces algues
qui arrivent au bord de la mer, ils peuvent avoir plusieurs variétés d'espèces qui s'accumulent et donc pour des raisons commerciales, c'est quelque chose qu'on doit quand même garder à l'esprit. Si nous pensons produire quelque chose, ce qui a été récolté, parce que ce mélange de différentes espèces, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit, parce que ceci veut dire il peut y avoir différents types d'algues ensemble. Il y a les implications en ce qu'on peut faire avec l'algue. Avec les différents types 1, 2, 3, c'est spécifique, c'est des récoltes spécifiques des espèces spécifiques. Et que nous voyons dans la Caraïbe, ce qui arrive sur les bords de mer, c'est mixte, en général mixte. Ce qu'on trouve flottant dans la mer, c'est aussi beaucoup plus homogène à une espèce particulière. Et c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Merci beaucoup, docteur. Pour le moment, on n'a plus de questions dans quelle que soit la salle. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Que ce soit la salle espagnole ou bien anglais. Nous avons partagé le URL sur WebEx et ceci est un lien pour les présentations et d'autres matériels de référence. Suivez donc le lien et le téléchargez et vous regardez bien le matériel. Merci beaucoup. Donc, jusqu'à demain, nous commençons à 9 h. Nous, les facilitateurs, on peut commencer plus tôt. Oui, nous commençons donc 5 à 10 minutes avant. Et donc, on peut commencer à 11 h, l'heure de Trinidad, 10 h de Panama et Mexico City et 9 h pour La Paz et 8 h pour notre zone. Merci beaucoup à vous tous d'être parmi nous. Je remercie aussi les différents facilitateurs et les organisateurs. Merci beaucoup. Dr. Casas Valdez. À demain. À demain alors. Merci beaucoup. Bonne journée.